Alors, nous allons reprendre nos travaux pour cette deuxième partie de notre session. Nous aurons droit également à 3 communications. La première sera présentée par le professeur Jean-Pierre Domecq de l'Université de Pau. Et le thème de sa communication, c'est la licence de valorisation des produits du terroir. Ensuite, nous avons une deuxième communication présentée par le professeur Sambandao Silla, donc de l'ICAT, sur le thème intégration régionale, subventions et programmes de soutien aux pays en développement, exemple du Centre d'excellence africain pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La troisième communication est celle du professeur Louis Colado, membre du réseau Aminet. Il est de l'université IAM, c'est l'université de Madrid, c'est ça. Et il va nous faire une communication sur le thème développement rural, Union européenne et Afrique. Alors, sans tarder, nous allons passer la parole au professeur Jean-Pierre Domecq pour qu'il nous fasse sa présentation. Donc, chers collègues, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Jean-Pierre Domecq de l'Université de Pau. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes et merci de cette invitation à partager ces moments de ce colloque fort intéressant. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié les interventions que nous avons eues avant la pause. Donc, je vais vous présenter assez rapidement donc, la problématique donc, des produits de terroir, mais surtout de présenter, de proposer comment une licence donc d'État de valorisation des produits de terroir pourrait être une opportunité pour concrétiser, bien sûr dans le cadre d'Amanet, dans une coopération ou des coopérations sénégalaises sur lesquelles d'ailleurs pourraient s'inscrire d'autres coopérations, en particulier en matière d'enseignement numérique, et c'est ce que proposera donc ma collègue de l'Université de Pau, donc Madame Christelle Bertin. Donc, pour donc, les produits de terroir, donc, ils s'inscrivent, je ne vais pas faire tourner le PowerPoint, voilà. Donc, ils s'inscrivent donc dans la problématique du développement général de l'agriculture, en particulier au Sénégal, dont nous avons vu aussi ce matin par les interventions que l'agriculture sénégalaise avait des potentialités à exprimer, en particulier en matière de ressources naturelles, puisque nous avons pu voir, d'ailleurs avec l'intervention de Madame la professeure Gay, que en gros, uniquement le quart des surfaces irrigables étaient véritablement utilisées au Sénégal, ce qui donne donc bien sûr un potentiel très fort de développement, et c'est très heureux, et qu'il y a aussi une population rurale au Sénégal qui est désireuse de s'ouvrir à la modernité et d'entrer dans les processus de développement économique intégré dans l'ensemble donc de l'économie nationale et africaine. Donc, ce développement de l'agriculture doit aussi s'opérer dans des impératifs évidents et qui ont bien sûr déjà été traités depuis ce matin et posés en particulier par la problématique du professeur Mélia Marquez, dont dans la recherche d'un équilibre social et économique ville-campagne, avec bien sûr un phénomène donc d'urbanisation et d'exode agricole qui s'accélère un peu partout. Il s'agit ensuite, dans les enjeux du développement agricole, de participer, on va dire, à la réduction de la fuite de la jeunesse vers d'autres continents et de l'altération sociale et culturelle qui s'opère un peu partout d'ailleurs dans les jeunesses. Là, je fais dans la jeunesse, que ce soit au Sénégal, en France ou partout dans le monde. Là, je fais référence bien sûr aux travaux en sociologie menés en particulier par Gérald Bronner sur l'altération cognitive, donc par le développement du numérique, des réseaux sociaux et d'Internet. Et il s'agit aussi, donc, altération sociale et culturelle qui va devenir un des problèmes majeurs qui se pose aujourd'hui à notre planète.
Nous devons aussi répondre à travers le développement donc, agricole aux impératifs du changement climatique qui prend une tournure un peu particulière, qui est celle donc de l'apparition d'un seuil écologique mondial depuis donc une trentaine d'années, c'est-à-dire le fait que un peu partout, et partout d'ailleurs, et dans toutes les productions agricoles, on assiste en fait à l'atteinte du plafond des rendements. Donc, rendement qu'il s'agisse de cultures du nord, de cultures, on va dire, du sud, et quelle que soit la production agricole, dont les techniques agricoles que nous avons, qui se sont développées depuis donc maintenant 2 siècles, fondées sur les énergies fossiles, montrent leurs limites, d'où l'apparition de ce seuil écologique, ce qui fut d'ailleurs l'objet de mon intervention à Tanger, d'une publication dans le cadre d'Amnet, donc fin de l'année dernière. Et nouvel enjeu qui n'est pas nouveau certes, mais qui s'est davantage révélé, en particulier avec la crise du Covid, c'est la nécessité de garantir dans tous les pays et toutes les régions d'ailleurs du monde une certaine indépendance alimentaire, nécessité qui a été révélée d'une manière, on va dire, assez brutale par les fermetures des flux commerciaux nationaux et internationaux, et en particulier des flux d'approvisionnement alimentaire. Et donc, il faut bien quand même relever que dans cette crise du Covid, les chaînes alimentaires ont assez bien tenu dans l'ensemble du monde pour 2 raisons. D'une part, c'est parce que les agriculteurs partout dans le monde ont continué à travailler en période de confinement, pour des raisons évidentes, qui sont que on va dire les clauses non sanitaires étaient chez eux, enfin, dans le cadre agricole, beaucoup moins prégnantes que dans les cadres urbains. Et ensuite aussi, il faut le souligner, c'est parce que le monde agricole, quel que soit le pays au monde, donc, est beaucoup plus préparé à ce qui est l'anticipation des aléas et donc à des adaptations, à des conditions, on va dire, qui ne sont pas nécessairement optimales pour produire. Et donc, ceci fait partie du patrimoine, on va dire, culturel, mais professionnel de l'ensemble des agriculteurs de la planète. Et ça très bien que tout ne se passe pas toujours comme prévu, qu'il y a des aléas économiques, des aléas techniques, des aléas mécaniques et bien sûr climatiques. Donc, ceci nous a montré que l'agriculture avait donc tout à fait son rôle, et un rôle donc à tenir, et qu'elle pouvait le faire dans des conditions aussi particulières et donc problématiques que les nouvelles épidémies, puisque l'Organisation mondiale de la santé nous a déjà averti que ce type de pandémie que nous connaissons donc, seront peut-être appelées à se développer dans les temps qui viennent. Et troisième, on va dire, impératif, donc à relever dans le développement agricole, en particulier en Afrique et au Sénégal, c'est qu'il faut bien reconnaître, comme d'ailleurs l'a souligné monsieur le recteur, que les autres secteurs, c'est-à-dire autres qu'agricoles, ne connaissent pas donc un développement qu'on pourrait attendre, et ceci, bien sûr, c'est une constatation qui est évidente, c'est que l'Asie a monopolisé, peut-être le terme est un peu excessif, mais donc l'Asie s'est installée durablement donc, dans son rôle de manufacture du monde, et donc il y a guère de place pour les autres pays et pour les autres continents. Et ensuite, on peut constater que dans l'évolution politique mondiale et le changement de président aux États-Unis n'a absolument pas modifié la donne, c'est que l'axe politico-économique entre l'Amérique du Nord et l'Asie, donc en fait, contourne, il faut bien le reconnaître, l'ensemble Europe plus Afrique, et donc qu'il nous faut donc quelque part penser à des modes de développement, on va dire, plus endogènes, et donc c'est dans cette problématique que s'inscrit donc le développement de la production de produits de terroir. Donc les produits de terroir, que sont-ils? Très rapidement, donc ils sont d'une nature un peu particulière, c'est-à-dire ils sont élaborés principalement à partir de ressources agricoles locales et de savoir-faire locaux eux-mêmes spécifiques.
Et donc, du coup, ils incorporent un très fort contenu culturel et identitaire qui en fait une grande partie de leur valeur ajoutée. Et donc, ce sont des produits à forte valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que ce contenu culturel et identitaire rejoint une forte demande qui est partout, donc, partout vérifiable sur la planète, quels que soient les pays et les types de sociétés de culture, dont une forte demande inscrite dans ce que l'on appelle les nouveaux comportements alimentaires, qui un peu partout donc, sont apparus depuis une vingtaine d'années dans le monde et se développent de plus en plus. Donc, comportements alimentaires qui demandent de la différenciation, de la saveur, des produits de santé, des produits de proximité et, j'insiste, des produits d'identité et culturelle, puisqu'on sait que l'alimentation est le premier acte culturel, en fait, dans l'ordre d'apparition. Donc, ce sont des produits à forte valeur ajoutée parce qu'ils ont une demande, parce qu'aussi ils permettent de rabattre vers l'agriculture, de faire revenir vers l'agriculture toute la valeur ajoutée de la distribution, de la commercialisation, puisqu'il s'agit généralement de produits en circuit court. Et enfin, leur offre sur le plan économique de ces produits de terroir, donc qui sont des produits transformés par les producteurs locaux ou par un artisanat, ou voire une industrie aussi locale, donc sont des produits qui s'inscrivent donc sur le plan de l'offre dans plutôt les théories du monopole, c'est-à-dire de la réduction ou du fait de contenir l'offre sur un périmètre donc de marché qui est plutôt limité, de périmètre d'offre. Pourquoi? Parce que leur offre est nécessairement réduite par les zones géographiques dont ils sont issus. Et donc, ce sont ces productions de produits de terroir, sur le plan économique, ont un intérêt, donc par la valeur ajoutée qu'ils amènent au monde agricole, mais aussi parce qu'ils sont du coup source d'emplois localisés et indélocalisables par définition et par nature, et que ce sont donc des produits qui sont soustraits là aussi par nature à la concurrence internationale, mais qui n'ont nul besoin de protectionnisme aux frontières pour pouvoir s'affirmer. Ce qui fait que les produits de terroir permettent aux agriculteurs qui se livrent à leur production d'échapper à tous les débats, protectionnisme, ouverture des frontières, etc., puisque ce sont des produits qui ne sont pas sensibles aux concurrences, en particulier des importations. En revanche, ce sont des produits qui, par leur identité, leur saveur, leur garantie, peuvent être le support d'exportations intéressantes vers des clientèles étrangères, qu'en France on va appeler les bobos, mais ceci c'est un marché, donc clientèle étrangère qui sont donc en quête, on va dire, donc de qualité et de différence dans une mondialisation qui permet d'ouvrir les cultures. Donc, les produits de terroir sont inscrits dans une modernité, tout à la fois dans leur perception, leur contenu culturel et bien sûr dans leur manière de produire. Et c'est donc là où donc, on introduit le besoin de formation donc, diplômante, d'où notre proposition à l'Université de Pau de vous proposer donc en partage et en coopération ce diplôme donc, de valorisation des produits de terroir. Donc pourquoi? Parce que les produits de terroir donc, et ce type donc, de licence professionnelle, peut-être, nous le constatons depuis une vingtaine d'années que nous l'avons développé en France, et d'ailleurs avec beaucoup d'émules en France et dans les autres pays européens, ce fut la première licence professionnelle de ce type en Europe. Donc, cette licence, c'est-à-dire le fait de pouvoir amener à Bac+3 des étudiants qui auront un débouché professionnel, on va dire, concret, donc permet d'une part d'appliquer des savoirs multidimensionnels dont en matière économique, gestion, biologie, technique, marketing, ressources humaines, commercialisation, etc., d'un aspect multidimensionnel des savoirs qui correspond bien à une certaine population étudiante qui aujourd'hui, nous le voyons tous dans nos universités, que ce soit, je pense,
en France, en Europe comme en Afrique. Donc, une population étudiante qui est en quête d'ouverture sur plusieurs savoirs réunis et fuit de plus en plus les ultra-spécialisations techniques. Et donc, cette licence professionnelle s'adresse à ce type d'étudiants ouverts donc à différentes connaissances. D'autre part, que cette qualification en Bac+3 des entrepreneurs, on va dire, de produits de terroir, cette qualification leur est nécessaire parce que la fabrication des produits de terroir doit obéir et s'inscrire dans des normes sanitaires et techniques strictes, n'est-ce pas? C'est-à-dire des normes, bien sûr, où la qualité organoleptique, le goût doivent être là, mais assortis des formes, on va dire, les plus exigeantes en termes de qualité sanitaire et donc d'hygiène et aussi de fabrication. Et ensuite, cette licence permet d'ouvrir les étudiants et les entrepreneurs de produits de terroir à toutes les techniques de la distribution, de la commercialisation, ce qui aussi peut intéresser et souvent intéresse, et nous le constatons, donc des entrepreneurs du monde rural qui refusent d'être confinés dans une seule fonction économique qui est de produire, et donc, ils veulent aussi s'ouvrir socialement par le contact que permet la commercialisation, les contacts sociaux, les partages, l'ouverture aux autres. Et donc, ce qui fait que la production de produits de terroir permet, on va dire, au monde agricole et au monde agricole moderne, d'une part, de trouver de la valeur ajoutée, ce qui est bien sûr le grand problème aujourd'hui de l'agriculture mondiale. Donc, de trouver de la valeur ajoutée, du revenu, mais trouver aussi un intérêt professionnel élargi à plusieurs fonctions, et en particulier à des fonctions sociales de commercialisation, d'ouvrir à la clientèle, et un bon passage, on va dire, entre le monde rural et le monde urbain. Et donc, cette licence valorisation de produits de terroir propose donc d'enseigner ces différentes techniques nécessaires donc, pour mener à bien des projets de transformation. Mais cette licence aussi s'adresse à tous les encadrants, qu'ils soient publics ou associatifs, d'une manière générale institutionnelle, tous les encadrants qui sont nécessaires pour que dans une zone donnée, une région, on puisse donc développer et donc en synergie avec les autres secteurs d'activité, donc on puisse développer ce type de fabrication. Et donc, cette licence est aussi, et on vous la propose, donc peut-être un support de coopération concret, donc bien sûr au sein d'Amenet, qui me semble, je crois, le lieu d'échange privilégié sur lequel nous pourrions construire, dans le prolongement des travaux d'Amenet et de l'action d'Amenet, donc des coopérations donc concrètes, en particulier avec l'Université de Pau, l'Université de Dakar, mais aussi tout le système, on va dire, sénégalais d'enseignement agricole, dans tout d'ailleurs les domaines de la technique. Et donc là, nous vous proposons donc un support concret de coopération. Et cette licence, ainsi que les besoins de développement de produits de terroir, dont cette licence peut être aussi le support dont 2 moyens pédagogiques numériques à distance, et c'est d'ailleurs pour cela que ma collègue va vous proposer cet après-midi dans un système d'enseignement en ligne que nous avons appelé ELADIS, que Christelle d'ailleurs teste avec succès en milieu rural, et donc qui pourrait être aussi donc un accompagnement à notre coopération en matière de cette licence et de ce diplôme valorisation de produits de terroir. Et enfin, dernier argument que je soulèverai, c'est que le développement de la fabrication de produits de terroir au Sénégal peut être aussi donc un support du déploiement donc des fonds européens de développement rural type leader
Donc, je crois, notre collègue, le professeur donc, Luis Collado, nous parlera cet après-midi. Et donc, tout ceci, pour me résumer, cette licence de valorisation des produits de terroir, donc licence d'État Bac+3, donc nous vous la proposons en partage de l'Université de Pau avec l'Université de Dakar, dans un partage qui peut être associatif au niveau donc, du Sénégal et qu'elle puisse servir aussi de support dans un partage de moyens pédagogiques numériques et s'inscrivant bien donc, dans la problématique donc, des coopérations donc, européennes du type leader. Donc voilà, monsieur, mon voilà, intervention, je crois avoir tenu le temps d'un quart d'heure. absolument, absolument. Vous êtes bien dans le temps que vous était imparti. Merci, chers collègues, hein, pour votre communication qui, à mon avis, a beaucoup d'originalité. Je crois que, pour résumer en disant que c'est en fait un plaidoyer de la promotion des produits du terroir. Hein. Tout à Vous fait. aviez bien expliqué effectivement en quoi l'agriculture peut être un pôle de développement, parce que dans nos pays, il y a d'énormes potentialités. Bon, même si aujourd'hui on sait qu'il y a un certain nombre d'impératifs liés à des phénomènes tels que le phénomène environnemental, mais également il y a l'impératif d'assurer l'indépendance alimentaire. Et vous avez aussi donné une autre raison de s'occuper de l'agriculture, c'est un peu le manque d'opportunités en dehors de l'agriculture, parce que quand on voit un secteur tel que celui du secteur manufacturier, il est vrai qu'il y a beaucoup de soucis en Afrique. Bon, beaucoup ont fait le constat même d'un phénomène de désindustrialisation en Afrique. Le poids de l'industrie aujourd'hui est beaucoup plus faible qu'il ne l'était il y a 2 ou 3 décennies. Et vous avez vraiment caractérisé ces produits du terroir hein, à travers notamment leur fort contenu culturel et identitaire, comme vous dites, à travers le fait que ce sont des produits effectivement à forte valeur ajoutée et qui sont vraiment ancrés au niveau des terroirs. Mais je crois qu'autre chose assez très intéressant dans votre communication, vous nous parlez d'un instrument qui permet effectivement de faire cette promotion-là à travers une offre de formation. Et cette offre de formation, effectivement, c'est la licence que vous avez présentée et surtout également ce qui va avec en termes de coopération. En termes de coopération avec le réseau Amenet, mais également à travers l'Europe, parce que vous avez expliqué que de telles activités, c'est la promotion des produits du terroir, ce sont des activités qui sont éligibles effectivement au Fonds européen de développement rural, ce qui est tout à fait intéressant pour nos pays-là. Je crois que certainement on va y revenir dans les discussions qui vont suivre, mais on va passer donc la parole donc au deuxième intervenant, professeur Samandao Silla, pour sa communication. Vous avez la parole, chers collègues. On a permis de communiquer sur le Centre d'excellence africain pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle autour de la thématique qui a été dégagée pour le colloque Amenet et qui porte sur les intégrations régionales, subventions et programmes de soutien aux pays en développement. Je dois dire que l'action de communication également fait partie de nos objectifs dans le cadre du Centre d'excellence africain. Alors, le programme Centre d'excellence africain pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle a été mis en place pour relever un défi de renforcement du capital humain et régional. Selon la Banque mondiale, c'est en misant sur le capital humain, donc l'acquisition des compétences par la main-d'œuvre jeune en essor en Afrique, que le continent peut développer, adapter et appliquer des solutions aux défis régionaux les plus pressants. Le programme Centre d'excellence soutient l'enseignement supérieur en Afrique en mettant l'accent sur, entre autres points, l'augmentation de la quantité, donc du nombre d'étudiants avec un focus sur le genre et sur la régionalisation, la qualité de l'offre de formation et de la recherche, la pertinence de l'offre de formation et de la recherche et l'impact
institutionnelle. Et c'est dans ce cadre du programme Centre d'excellence de la Banque mondiale que le CIA AgriSan, c'est l'acronyme de l'agriculture pour la sécurité alimentaire institutionnelle, a été mis en place. Alors, le centre d'excellence, notre centre d'excellence est un consortium. C'est un consortium qui associe 4 universités. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui héberge le consortium, l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, l'université de Thiès à travers l'École nationale supérieure d'agriculture et le CRES, qui est un consortium de recherche économique et sociale, mais également l'université Gaston Berger de Saint-Louis à travers son UFR agronomie. Alors, le centre d'excellence est financé à coût de 4,5 millions de dollars. C'est un projet compétitif pour lequel il y avait environ 142 établissements qui avaient compétit. Il y a eu 22 qui ont été retenus, dont 2 centres d'excellence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est un prêt accordé par la Banque mondiale au Sénégal. C'est un prêt accordé à la Banque mondiale au Sénégal. Donc, l'accord de financement a été signé entre le ministère des Finances, la Banque mondiale et l'Association des universités africaines, qui est le facilitateur auprès de la Banque mondiale. Voilà. Alors, pourquoi le centre d'excellence? On n'est pas parti de rien. On est parti d'un certain nombre de constats. Un constat que nous avons vu, compris à travers les rapports de la FAO sur l'état de la nutrition et de la sécurité alimentaire dans le monde. Dans ces premiers rapports, qui datent de très longtemps, mais nous sommes partis des rapports de 2017, 2018, 2019 et 2020, le constat est qu'il y a environ 321 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. 821 plutôt. Et parmi ces 821, une bonne partie se trouve en Afrique et en Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, donc, est la région où la situation de la sécurité alimentaire s'est fortement dégradée. Si depuis 2005, on a constaté que dans le monde, en ce qui concerne la prévalence de la malnutrition, qui s'était située à environ 12,6%, on a eu à constater depuis 2005 jusqu'en 2019 une baisse de la prévalence de la malnutrition. En Afrique, la moyenne se situe en 2005 à 21%. Également, on a constaté une tendance à la baisse jusqu'à se situer à 19,1% dans les horizons en 2019. Et si on regarde bien au niveau de l'Afrique, dans la région ouest africaine en Afrique, même si la moyenne est inférieure à la moyenne africaine, on a quand même une tendance qui est à la hausse. Aux horizons 2019, la prévalence est à 15,2. Mais l'alerte a été sonnée, et c'est lié probablement à la Covid, à la pandémie en quelque sorte, qui a quand même fait subir au monde un contre-coup d'économie. Il y a quand même des points rouges qu'on entrevoit. 23,0% de prévalence à l'horizon 2030. Donc il y a l'urgence qui est là, l'urgence de s'occuper de ce problème de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire de manière générale. Notre défi donc, pour le monde, pour l'Afrique de l'Ouest et pour le Sénégal, c'est de nourrir une population en croissance continue et dans un contexte de changement climatique, et c'est devenu un impératif. Ceci a été
résumés comme objectifs prioritaires dans les documents, les référentiels de politique de développement, que ce soit à l'échelle nationale comme à l'échelle globale et à l'échelle africaine, à travers l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais également à travers le document sur les ODD des Nations Unies, mais de manière à l'échelle du pays, nous avons le PSE qui met au cœur de sa stratégie, de la stratégie de développement économique et social du Sénégal, l'agriculture, mais également le renforcement du capital humain pour prendre en charge les défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'objectif de notre centre d'excellence, qui est bâti sur la base de tous ces éléments de contextualisation, est de renforcer le capital humain, donc de former des jeunes, des garçons et des filles qui puissent prendre en charge ces défis, mais également de mener une recherche innovante qui puisse répondre aux besoins des acteurs et de nouer un partenariat fort avec le monde socio-économique et avec les autres institutions pour prendre en charge les besoins de la communauté, donc être au service de la communauté. Ce sont des aspects sur lesquels c'est vraiment ce qu'on sait faire le mieux en tant qu'université, former, produire, faire de la recherche et se mettre en partenariat avec la communauté. Les programmes de formation et de recherche qui sont élus dans le cadre du centre d'excellence prennent en charge les thèmes d'amélioration de la production, les thèmes de valorisation des produits de récolte, mais également dans un cadre de formation, ce sera l'amélioration de la quantité de récolte, l'amélioration de la qualité des produits de récolte, la maîtrise de l'eau et la gestion de l'environnement. En ce qui concerne la valorisation, l'accent sera mis sur les sous-thèmes d'amélioration de quantité des produits alimentaires, mais également les sous-thèmes d'amélioration de la qualité des produits alimentaires, la mise au point de nouveaux produits alimentaires qui soient peu coûteux. Le centre d'excellence prévoit dans le cadre de son financement de lancer des projets spécifiques qui, entre autres, porteront sur la gestion et l'amélioration des ressources génétiques, les pratiques agroécologiques pour une agriculture propre, sensible à la nutrition, la récupération des terres salées, puisqu'il y a un problème de surface de sol qui soit cultivable, l'agriculture de précision pour nous amener à encore plus d'économie dans l'agriculture, l'optimisation des procédés et processus de transformation et de conservation. Mais le tout couronné par aussi des études socio-économiques sur la base de l'évaluation de la rentabilité socio-économique, la mise à l'échelle des innovations générées et la simulation des situations de choc. Le projet de centre d'excellence que nous avons mis et le consortium qui est bâti autour de ce projet de centre d'excellence est un cadre multisectoriel, un cadre inclusif. C'est encadré par des organes, le Conseil consultatif scientifique international et un conseil sectoriel industriel. Ces organes ou ces partenaires vont intervenir dans les aspects de formation, mais également dans les aspects de la recherche, à travers l'élaboration de curricula et de modules. Donc, nos partenaires participeront avec nous à l'élaboration des curricula et des modules, puisqu'on parle de formation professionnalisante. L'enseignement, ils participeront à l'enseignement, à la mobilité, aux stages. Donc, nos partenaires s'engagent à recevoir nos étudiants en stage, mais également pour la recherche de financement complémentaire. Nos partenaires participeront également à aux différentes thématiques de recherche. L'élaboration des projets de recherche sera faite avec nos partenaires.
L'exécution également des projets de recherche, notamment les projets de mobilité, seront faits avec nos partenaires, mais également nos partenaires participeront à la valorisation scientifique, à la diffusion de nos résultats de recherche, à la vente d'expertise et à l'innovation. Ces partenaires, ce sont des partenaires institutionnels, notamment des universités et autres institutions de recherche d'ici et d'ailleurs, mais également des partenaires du monde industriel, des entreprises, des ONG, des organisations de producteurs et des partenaires en position régionale. Donc, c'est des régionaux ou des partenaires qui sont au niveau international. Par ailleurs, nous allons établir dans notre dispositif de gouvernance et de fonctionnement un bureau de liaison qui sera chargé de connecter le centre d'excellence avec le monde socio-professionnel. Donc, nous allons fédérer les acteurs, mutualiser les moyens. C'est un consortium d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche qui travaillent autour des agrobiosciences. Ce sont des partenaires nationaux et internationaux, universités, instituts d'enseignement, instituts et centres de recherche, entreprises et organisations de producteurs qui sont soit des institutions qui sont régionales ou nationales ou internationales. Je ne veux pas citer, il y a toute la liste des institutions ici. On est également dans un dispositif collaboratif à travers des réseaux, réseau RUFORUM, réseau ABNF, qui sont des réseaux très thématiques pour l'association, pour la fixation biologique, par exemple. Et nous avons un réseau naissant qui va compétir dans le cadre de projets de réseau que la Banque mondiale a lancé tout récemment. C'est le réseau Food for West Africa. Alors, comment est-ce que fonctionne le financement? C'est 4,5 millions de dollars mis à disposition des projets, mais ils partent sur le principe de l'achat des résultats. Je donne juste quelques exemples. Nous disposons actuellement, pour l'augmentation du nombre d'étudiants inscrits dans les formations élues, nous disposons de 674 546 dollars. Comment est-ce qu'on peut engranger ces fonds? C'est qu'à chaque fois qu'on a un nouveau étudiant doctorant national de nationalité sénégalaise, il nous donne 10 000 dollars pour un étudiant. Si on en a 2, il donne 20. Si on en a 4, il donne 40, etc., etc. Pour une étudiante de nationalité sénégalaise, ça va coûter 12 500 dollars. Donc, si nous recrutons une étudiante de nationalité sénégalaise, on a 12 500. Si on en recrute 3, ils mettent 12 500 dollars multiplié par 3. Pour l'aspect régional, pour un peu favoriser la régionalité, ils mettent la barre un peu plus haut. Si on a un nouveau étudiant doctorant qui nous vient du Bénin, ou du Mali, ou du Burkina Faso, il va coûter 20 000 dollars. Donc, si on en a 2, il nous le multiplie par 2. Si on en a 3, il nous le multiplie par 3. Pareil, pour une étudiante de la sous-région, elle va coûter 25 000 dollars. Donc, ils mettent le focus sur la régionalité et ils mettent le focus sur le genre. Dans un autre aspect, ce qu'on appelle les ILD, les indicateurs liés au décaissement, nous avons la qualité de l'enseignement et de la recherche. L'accréditation nationale ou internationale, selon le type d'accréditation, va nous coûter 100 000 dollars. S'il s'agit d'une accréditation internationale, il nous donne 500 000 dollars. Ce n'est plus une méthode de financement où c'est basé sur, oui, on fait notre programme, on finance, mais c'est sur des objectifs à atteindre qu'on les finance. Également, pour les publications, c'est des publications dans des revues internationales qui sont répertoriées dans Scopus. Autrement à côté, chaque publication que nous faisons nous rapporte 10 000 dollars.
Et si c'est une publication faite avec des partenaires régionaux, ça nous rapporte 15 000 $. Et rien que pour cet aspect de qualité de l'enseignement, accréditation et publication, il y a une manne financière de 1 580 989 qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller décrocher. Dans le principe des centres d'excellence et par l'expérience vécue ici et ailleurs, ce qu'il faut simplement éviter, c'est qu'on fonctionne en vase clos et éviter l'effet oasis. L'effet oasis, c'est qu'on soit perçu comme un îlot de prospérité dans un océan moins nanti. Et nous, on va travailler à fond dans notre manière de faire pour impacter au niveau institutionnel. Impacter à travers des réseaux, impacter dans le renforcement de capacités du personnel d'enseignement, de recherche et des PATS dans nos universités, impacter sur l'évaluation des gaps institutionnels en matière de management de la qualité, impacter sur la régionalisation et la visibilité internationale et la mobilité, mais également le renforcement de l'infrastructure et des équipements qui soient existants. Donc, dans le projet, il y a ce qu'on appelle l'ILD 4.3, l'indicateur lié au décaissement numéro 4.3, qui nous permet, nous, d'acheter des équipements, de renforcer le niveau institutionnel, parfois même de construire ou d'initier des constructions. Dans le cadre de notre projet, nous entrevoyons de réfectionner des laboratoires, d'équiper des laboratoires, d'investir au niveau de UCAR Rural à Niachen en mettant en place des serres et des logements pour les étudiants et enseignants qui seront de passage. Donc, nous devons faire pour la communauté, pour être visible par la communauté, que la communauté perçoive l'importance des centres d'excellence et qu'ils se voient dans les centres d'excellence. Le centre d'excellence ne travaille pas, notre centre d'excellence AgriSan travaille en connivence avec les autres centres d'excellence existants. Il y a le SAMEF, il y a Agir qui est né avec nous, il y a le MITIC qui est à Saint-Louis, et connecté par rapport à la nutrition, les agroéthiques, les études sur l'environnement, la santé et l'agriculture. Alors, le centre d'excellence, j'ai voulu marquer un point par rapport au logo, parce que le logo dégage un tout petit peu l'image du centre d'excellence. C'est si vous voulez, pour ceux qui ont fait de la botanique, c'est des pétales, c'est des aspects de fleurs. La fleur, c'est un peu l'image de la plante, elle est étoilée, elle est brillante, avec une couleur verte dégradée au départ, jaune, vers le vert un peu plus foncé, et qui symbolise un peu le passage de l'état de sécheresse vers l'état l'état un peu plus verdoyant. Pour ceux qui ont fait également la botanique, c'est que le nombre 5 qu'on appelle la pentamérie évoque les plantes les plus évoluées, et pour la plupart des plantes qu'on mange, c'est le nombre 5. Le nombre 5, c'est également la main qui mange. Voilà, merci beaucoup.